Nomination au Soudan d'un Premier ministre par le président Omar el-Béchir. Il s'agit d'une première depuis 1989. Lutte contre l'impunité en Gambie, l'ONU se dit disposée à appuyer les nouvelles autorités du pays. Enfin, la destination Tunisie est à nouveau ouverte aux touristes belges, à l'exception des zones frontalières à l'Algérie et à la Libye. Au Soudan, dans le cadre du dialogue national entre le gouvernement et des groupes de l'opposition, qui doit mener à une nouvelle constitution, le président Omar el-Béchir a nommé un proche conseiller au poste de Premier ministre. Un poste qu'il avait supprimé lors du coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1989. La désignation de Bakri Hassan Saleh a été entérinée par le bureau exécutif du Parti du Congrès national du chef de l'État. Selon Ibrahim Mahmoud, haut responsable de ce parti, Bakri Hassan Saleh, qui conservera son poste d'actuel premier vice-président du Soudan, prêtera serment comme Premier ministre ce jeudi. En décembre dernier, les députés soudanais avaient voté en faveur du rétablissement du poste de Premier ministre, lui donnant la responsabilité du pouvoir exécutif dans le pays. Mais en revanche, le président garde le pouvoir de former le gouvernement et de limoger des ministres. Omar el-Béchir, recherché depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour répondre de crimes de guerre et génocide au Darfour, devrait d'ailleurs procéder à un remaniement ministériel ce jeudi. Lutte contre l'impunité en Gambie. Jeffrey Feltman, responsable des affaires politiques de l'ONU, l'a martelé. L'Organisation des Nations Unies est prête à appuyer la Gambie dans le jugement pour les crimes commis durant le régime de Yahya Jammeh. Il suffit que les nouvelles autorités de Banjul la sollicitent. Dans ce cadre, le responsable des affaires politiques de l'ONU a tenu une rencontre avec le président gambien Adama Barrow et son ministre des Affaires étrangères Mei Fati. Feltman effectuait à Banjul une visite de travail d'un jour en compagnie du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas. En effet, l'ONU se rend disponible pour la Gambie afin de l'aider face à ces nombreux défis liés aux droits humains, la réconciliation nationale, l'implication des jeunes et des femmes. Ceci dit, il est important de rappeler que Jammeh a obtenu lors de son départ du pouvoir en janvier des garanties de la part de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'ONU et l'Union africaine sur ses droits, notamment à revenir en Gambie. Mais l'ex-président gambien n'a pas obtenu d'immunité. Le président gambien Adama Barrow a entamé ce jeudi une visite d'État au Sénégal, pays où il a prêté serment le 19 janvier dernier face au refus de Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger du nouvel homme fort de la Gambie. Un déplacement de 3 jours avec au menu un entretien avec le président sénégalais Macky Sall, des visites privées à des familles religieuses, mais aussi la signature d'accords de partenariats économiques et diplomatiques. En somme, une visite d'État pour consolider les relations entre Dakar et Banjul, ainsi que l'a souhaité Adama Barrow dès son élection en déclarant que le Sénégal devrait être le meilleur ami au monde de la Gambie. Après plus de mois de tergiversation, l'Union pour la démocratie et le progrès social prend acte de la décision de la famille biologique d'Étienne Tshisekedi de rapatrier son corps le 11 mars prochain.
La dépouille de l'opposant congolais décédé le 1er février à Bruxelles devrait donc être transportée le 11 mars en République démocratique du Congo. Président de l'UDPS et du rassemblement d'opposition constitué autour de sa personne, Étienne Tshisekedi avait quitté la République démocratique du Congo pour suivre des soins médicaux en Belgique. Emblématique et populaire, l'opposant est entré en dissidence contre le régime de Mobutu en 1980 avant de s'opposer à ses successeurs Laurent Désiré Kabila puis son fils Joseph Kabila. Depuis son décès, les discussions sur l'application de l'accord de cogestion de la transition conclu le 31 décembre dernier sous l'égide de l'épiscopat de la RDC entre le pouvoir et l'opposition avant une éventuelle élection présidentielle sont au point mort. En Somalie, le nouveau Premier ministre Hassan Ali Kéré, un ancien travailleur humanitaire et cadre d'une compagnie pétrolière, a passé son premier test avec brio. Il a remporté unanimement le vote de confiance du Parlement ce mercredi et a officiellement pris ses fonctions pour les 4 prochaines années. Le nombre de députés qui ont voté contre le Premier ministre est nul. Personne ne s'est abstenu de voter. Cependant, 231 personnes ont voté en faveur du nouveau Premier ministre. Par conséquent, il a été approuvé. L'honorable Parlement a reflété la volonté du peuple. Nous travaillerons en accord avec la volonté et les consultations du peuple somalien pour les 4 prochaines années. Merci à tous. Vive la Somalie! Vive la Somalie! Kéré est un nouveau venu sur la scène politique somalienne, comme le président Farmajo qui a aussi la citoyenneté américaine. Il est issu de la diaspora et a la double nationalité somalienne et norvégienne. Il a révélé ses priorités pour sortir le pays de sa situation actuelle. Nous allons donner notre priorité au point suivant. Secourir les personnes affectées par la sécheresse, la sécurité, le renforcement de l'armée nationale, la stabilisation de la nation, la lutte contre la corruption, le développement et la gestion de l'économie du pays et la mise en œuvre de la justice. Le nouveau Premier ministre est un proche de l'ancien président Hassan Sheikh Mohamud, auquel a succédé Farmajo. Il est membre du clan des Hawiye, ce qui maintient l'équilibre traditionnel avec les Darod dont est issu le nouveau président. À l'issue d'un entretien avec son homologue belge en visite officielle en Tunisie, le chef de la diplomatie tunisienne a salué ce mercredi la décision importante des autorités belges d'autoriser de nouveau ses ressortissants à se rendre à Tunis et sur l'as côtier de Hammamet, Naboul, Sousse, Monastir, Martia et Bizerte. Mais en revanche, elle déconseille les déplacements dans les zones frontalières avec l'Algérie et la Libye. Les modifications que nous venons d'apporter à notre avis de voyage résultent clairement de progrès constatés sur le terrain, des efforts en commun, pas seulement que la Tunisie a réalisé avec la Belgique, mais avec d'autres partenaires, pour faire en sorte que l'on puisse sécuriser un certain nombre de lieux de manière de plus en plus forte. Je pense aux ports et aux aéroports, mais je pense évidemment aussi à la sécurisation des hôtels. Je remercie Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour la décision de la Belgique de lever une partie des restrictions de voyage sur la Tunisie. Je pense que c'était une décision importante parce qu'elle reconnaît les efforts que déploie la Tunisie en matière de sécurité. Malgré l'insistance des autorités tunisiennes, Londres continue de déconseiller les voyages non essentiels dans ce pays, d'ordinaire fréquenté par des centaines de milliers de touristes britanniques chaque année. Depuis l'attentat suicide du 24 novembre 2015 en plein Tunis contre un bus de la sécurité présidentielle, la Tunisie est sous état d'urgence permanent. Assurer une éducation de qualité pour tous sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout le long de la vie. Le Togo, comme tous les autres pays au monde, doit œuvrer pour l'atteinte de ces objectifs du développement durable 4 de l'agenda 2030 de l'UNESCO. Pour ce, la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous associe les parlementaires
à la démarche suivi-évaluation. Nos attentes, c'est que les membres de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale s'approprient les objectifs de l'ODD 4, mais aussi de se familiariser avec les indicateurs d'analyse, de description de la qualité de l'éducation. La séance d'aujourd'hui, c'est de leur monter les indicateurs avec lesquels on peut apprécier si l'éducation nationale, si l'action éducative est une action de qualité. La commission de l'éducation au Parlement prouve la pertinence de l'initiative du Conseil national togolais pour l'éducation pour tous. Quand on mettra tout ce monde à l'école, il faudra bien que quelque part, qu'il y ait des structures pour accueillir ces enfants. Il faudra bien qu'il y ait des enseignants bien formés pour donner la formation, l'éducation à ces enfants. C'est là où le second rôle du député va intervenir en termes de plaidoyer auprès de l'exécutif pour qu'on mette les moyens qu'il faut à la disposition du secteur de l'éducation. C'est après le rapport mondial 2015 de suivi de l'éducation pour tous, moins satisfaisant que ce nouvel agenda de l'UNESCO Horizon 2030 pour lequel le Togo se prépare, a été lancé en 2015. Début du désarmement des combattants des FARC en Colombie. Il s'agit de la principale guérilla du pays. Une étape essentielle avant leur retour à la vie civile dans le cadre de l'accord de paix. Un adieu aux armes pour remplacer la violence par la réconciliation. Un exercice qui n'est pas facile pour des personnes qui ont eu toute leur vie pour compagnons. Déposer les armes après le chemin que nous avons parcouru avec elles, nous devons maintenant marcher sans elles, mais toujours avec un objectif, prendre le pouvoir. C'est notre objectif et notre rêve et nous allons le réaliser. Il y a de la nostalgie, mais nous prenons la responsabilité des FARC de tenir notre parole en rendant les armes parce que nous avons fait cette promesse devant le peuple et devant le monde entier. L'accord de paix signé le 24 novembre prévoit que les guérilleros déposent progressivement leurs armes dans un délai de 180 jours à partir du 1er décembre, un processus supervisé par les Nations Unies. Ils devront donc avoir terminé le 29 mai prochain. Mais les opérations ont pris du retard en raison des problèmes logistiques pour rassembler les membres des FARC. Ceci ne change toutefois pas la date butoir. Pour parvenir à une paix complète, le gouvernement a lancé en février des pourparlers de paix avec la dernière rébellion active sur le territoire colombien, l'Armée de libération nationale. Mais ce processus est menacé par de récents attentats revendiqués par ce groupe armé.